Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur les tensions et la colère à Aulnay-sous-Bois. Troisième nuit d'incident hier après le témoignage de Théo, le jeune homme violemment interpellé à la Cité des 3000. Le président de la République s'est rendu tout à l'heure à son chevet. L'enquête est en cours et au-delà, quelles leçons tirer de cette dramatique affaire où, je vous le rappelle, 4 policiers sont mis en examen, dont l'un pour viol. De nombreux invités seront en notre compagnie tout à l'heure. Affaires, révélations, soupçons, à quoi va ressembler cette campagne présidentielle et jusqu'où faut-il aller dans la transparence dans la vie politique? Respecter les règles, évidemment, mais faut-il pour autant exiger un grand déballage? Sur ce sujet, le match des idées opposera tout à l'heure le réalisateur et éditeur Yves Derey au journaliste de Valeurs Actuelles François Dorcival. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions aux questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Ce déplacement dans l'Aube devait donner un nouvel élan à la campagne de François Fillon. Mais l'opération Reconquête est gênée par de nouvelles informations du Canard enchaîné. L'hebdomadaire affirme que Pénélope Fillon aurait perçu 45 000 € d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale à l'issue de ces 2 contrats. Le journal indique que les enquêteurs n'ont pour l'instant pas trouvé de traces du travail effectué par l'épouse du candidat. Dans un communiqué, François Fillon dénonce des mensonges du Canard enchaîné qui ne constituent pas, selon lui, une information nouvelle. Nicolas Sarkozy rattrapé par l'affaire Big Malion. L'ancien président est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour financement illégal de sa campagne de 2012 avec un dépassement du plafond légal autorisé de plus de 20 millions d'euros. Les magistrats estiment que Nicolas Sarkozy porte une responsabilité dans le dérapage des comptes orchestré avec le concours de la société Big Malion. Nicolas Sarkozy a annoncé par la voix de son avocat qu'il ferait appel. C'est mon nom qui, je leur ai dit, qui sera associé à une bataille contre Marine Le Pen dans un contexte où l'extrême droite n'a jamais été aussi près du pouvoir. Et parce que j'ai cette responsabilité-là, je leur ai dit, je ne peux pas me permettre d'être faible, fragile, de flancher. Et je rassemblerai tous ceux qui veulent venir derrière moi. Ceux qui ne veulent pas, je ne les obligerai pas et moi j'avance. L'avertissement du premier secrétaire du PS est catégorique. Tous les élus socialistes qui accorderont leur parrainage à la candidature d'Emmanuel Macron seront exclus du parti. Jean-Christophe Cambadélis explique que l'on ne peut pas être dans l'équipe du Parti socialiste et soutenir l'équipe adverse. « 2016, mauvaise année pour les exportations françaises. Le déficit commercial s'élève à 48,1 milliards d'euros. Pour Bercy, ces résultats s'expliquent en partie par des retards de livraison dans l'industrie aéronautique et la mauvaise météo qui a pénalisé les exportations de céréales. Mahmoud Abbas reçu à Paris 15 jours après la grande conférence internationale sur le Proche-Orient organisée par la France et au lendemain de l'adoption d'une loi controversée par le Parlement israélien. Le texte autorise l'État hébreu à s'approprier des terres palestiniennes dans les colonies et les territoires occupés. Je veux croire qu'Israël et son gouvernement peuvent revenir sur ce texte et peuvent retrouver. Je pense que ce serait nécessaire la voie de l'équilibre et donc de la négociation et du dialogue. Et dans l'actualité, après une 3e nuit de tension et d'incidents à Aulnay-sous-Bois, la famille de Théo et lui-même lancent un appel au calme. Le contexte et la situation restent malgré tout très sensibles. La colère est montée d'un cran hier après le témoignage du jeune homme. Dans cette affaire où, je vous le rappelle, un policier a été mis en examen pour viol et 3 de ses collègues pour violence volontaire en réunion. Alors nous allons tenter ce soir d'analyser différents points avec toute la mesure qui est nécessaire dans de telles conditions et dans ce genre d'affaires. Et pour cela, je vous présente nos invités ce soir. Vincent Capo-Canelas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI de la Seine-Saint-Denis. Avec nous également ce soir Aline Dayer, bonsoir. Bonsoir. Juriste, spécialiste des questions relatives aux violences, notamment policières. Vous appartenez à une ONG, l'ATTAC, qui lutte contre ces violences et vous avez publié il n'y a pas si longtemps un rapport sur ce sujet à la suite d'une grande enquête. Avec nous Stanislas Godon, bonsoir et bienvenue monsieur, secrétaire général adjoint du syndicat de Police Alliance. Et nous accompagne également ce soir Mohamed Mechmach, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur et président d'honneur de la coordination
discrimination passe en nous. On vous a souvent reçu sur ce plateau. Vous travaillez depuis longtemps dans les banlieues et différents territoires. Alors, madame, messieurs, je vous propose tout d'abord de revenir sur les dernières heures à Aulnay-sous-Bois, avec également aujourd'hui la visite du président de la République, François Hollande, tout à l'heure. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. François Hollande sera resté 30 minutes au chevet de Théo. Le temps de saluer la dignité du jeune homme et d'assurer que la justice est saisie et qu'il faut lui faire confiance. Toute la journée, l'exécutif a joué l'apaisement, calmé le jeu, jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À la Cité des 3000, les habitants restent mobilisés. Ce lundi, une centaine de personnes ont défilé dans ce quartier d'Aulnay-sous-Bois en soutien à Théo et sa famille. On veut juste être entendu. On est des mères de famille. Aujourd'hui, ça m'est pas arrivé à moi, mais ça arrive à une voisine. Ça arrive à un enfant que je connais, que j'ai vu bébé. D'accord? Ça doit pas arriver. Un rassemblement dans le calme qui a dégénéré pour la 3e soirée consécutive. Des voitures et des poubelles ont été incendiées. Au total, 26 personnes ont été interpellées. Selon le récit du jeune homme, un des 4 policiers lui a volontairement enfoncé une matraque dans l'anus. Il a été mis en examen pour viol, ses 3 collègues pour violence volontaire en réunion. Gravement blessé, Théo s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail. Le jeune homme exhorte les jeunes de sa ville à ne pas faire la guerre et à rester unis. Alors avant de parler, Vincent Capo-Canellas, de l'affaire elle-même, des réactions politiques, du déplacement du chef de l'État, le plus important, faut-il le rappeler, c'est la justice, c'est ce qui doit passer le plus vite, le plus rigoureusement possible. C'est ce que demandent d'ailleurs la famille et les policiers également. Oui, on a confiance dans la justice et dans ces moments-là, ces moments de grande gravité, de tension. D'abord évidemment on passe à la victime, on passe à son entourage. On sait aussi qu'il y a des fonctionnaires qui vont devoir rendre des comptes, et c'est normal. Et on se dit que la justice a une lourde responsabilité, celle de faire la lumière. La qualification de viol était la qualification qui convenait. Elle va permettre, je pense, d'y voir le plus clair possible. Évidemment, l'enquête doit se dérouler. Il y a aussi la présomption d'innocence, on est dans un état de droit. Mais les faits sont extrêmement graves. Le maire d'Aulnay s'est exprimé, je pense, très clairement, en disant que ça n'était pas acceptable dans un état de droit, bien évidemment, et que la population partageait une émotion qui était évidemment légitime. Et donc les juges ont la responsabilité maintenant de nous donner la vérité, et on ne peut qu'être en empathie avec la victime qui s'est exprimée avec beaucoup de dignité, de retenue. Voilà, des gestes viennent du plus haut niveau de l'État. Il était temps, au bout de 4 jours, 5 jours maintenant. C'est la question que j'allais vous poser. Il y a eu, avant le déplacement du chef de l'État, d'autres réactions politiques. Il était temps, selon vous, que ce geste intervienne, et comment le qualifiez-vous? Je veux dire que le maire d'Aulnay a d'abord eu les mots qu'il fallait. Il les a eus très tôt, en disant son sentiment, clairement, crûment parfois, mais en étant à l'écoute de sa population. Et je pense que le ministre de l'Intérieur, au départ, a fait un communiqué. Bon, aujourd'hui, le président de la République a marqué fortement les choses. Le Premier ministre aussi, semble-t-il, dans les couloirs de l'Assemblée. Ces mots ont un peu tardé. Et je pense que dans ces moments-là, l'État doit s'incarner en disant que la police doit respecter des règles, bien évidemment. On a conscience que la police exerce un métier difficile, que la police de la République doit supporter évidemment des contrôles, des sanctions lorsque des faits graves sont commis. Et évidemment, il y a une grande gravité dans les incriminations qui sont celles qui peuvent être portées contre ces fonctionnaires-là. J'imagine que Stanislas Godon, vous partagez entièrement, totalement ce qui vient d'être dit. Oui, en partie, parce que surtout ce que je voudrais dire, c'est que nous avons dénoncé, d'ailleurs nous avons fait un communiqué de presse en ce sens, dénoncer l'empressement médiatique parce que on est allé un peu vite quand même, notamment dans les médias. On a jeté quand même les policiers en pâture à la vindicte, je veux dire, médiatique. Il y a déjà eu des faits comme par le passé, comme l'affaire de Jouer les Tours, l'affaire de l'unijournaliste à la gare de Lyon, enfin on pourra en citer plusieurs, des exemples comme cela. Évidemment, cet événement, il est quand même dramatique sur le sujet parce qu'il y a un jeune qui est blessé. Par contre, nous, on dit, gardons notre sang-froid, laissons faire l'enquête, parce que au gré des jours, on apprend quand même beaucoup d'éléments par rapport à l'enquête. Donc il s'agit évidemment de distinguer les responsabilités des uns et des autres. Parfois, ce qui a été montré a été un peu édulcoré par la suite, et notamment aujourd'hui, puisqu'il y a eu des informations qui sont sorties. Pardonnez-moi, quelles sont ces informations dont vous disposez? Notamment sur le déroulé, sur l'analyse de cette vidéo, avec effectivement ce contrôle d'identité qui dégénère,
parce qu'une personne s'interpose et parce qu'il y a une rixe, des gestes malheureux. Mais sur la qualification des faits qui vont être jugés, ça c'était la justice de trancher, vous ne remettez pas en cause la qualification du viol. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on s'étonne parce que le parquet de Bobigny n'avait pas retenu les qualifications de viol, l'IGPN n'avait pas retenu les qualifications de viol, et le juge d'instruction a mis en examen un des 4 policiers pour le viol. Mais j'ai l'impression que vous nous dites, non mais je vous pose simplement la question, Monsieur Godon, vous nous dites qu'il y a eu requalification parce qu'il y a une certaine pression ? Alors, une pression médiatique ou peut-être des éléments qui n'étaient pas encore à la connaissance du juge d'instruction. L'enquête le dira. Nous, on laisse faire et nous attendons qu'il y ait des précisions sur cette enquête. Il est normal que vous attendiez. Il est normal aussi que vous comprendrez que ces paroles peuvent choquer parce que c'est difficile de parler autre chose que d'un viol quand il y a eu ce genre d'acte. Après, que ce soit vérifié ou pas, c'est autre chose. Alors, quand vous parlez de viol, ça veut dire que, en fait, vous expliquez que le policier, ce jour-là, intentionnellement, il a décidé de pratiquer quelque chose qui est effectivement passible quand même de la cour des assises. Donc, c'est quand même pas rien. Je rappelle que dans le contexte actuel, les policiers, au quotidien, c'est pas la première idée qui leur vient à l'esprit. Et je vais juste citer un exemple. Hier soir, il y a eu des émeutes. Les policiers, c'est sûr. Celui-ci sera, en tous les cas, jugé pour ces actes-là. Il y aura d'abord une enquête. Bien sûr. Et d'abord, il y aura une qualification des faits. Et après, il y aura... Et on va parler, bien sûr, du contexte général. Mohamed Mechmach, peut-être une première réaction ? Oui, bonsoir. Ma première réaction, elle est pour Théo et sa famille, pour l'affaire Adama Traoré, et puis pour tous ceux qui, depuis ces 30 dernières années, et notamment depuis ces 10 dernières années, ont disparu et ne sont plus parmi nous, quoi. Malheureusement, souvent parce que il y a des contrôles qui se passent très mal, ça dérape, sur des choses qu'on dénonce depuis très longtemps. Moi, je suis quand même très choqué, honnêtement, de la situation actuelle, de ce qui se passe. Je ne défendrai pas la famille. Ils ont pris un avocat à la hauteur. C'est bien qu'aujourd'hui, des grands avocats s'intéressent aussi à ces questions-là, parce que ça devient récurrent. C'est pas faute d'avoir essayé. On a été des personnes de dialogue. Encore une fois, on fait pas d'amalgame. Notre police, on la respecte. On aimerait juste que de l'autre côté, ça soit aussi respectable. Et donc, à partir de là, je pense qu'il y a certains policiers qui, malheureusement, sont en train de nuire au reste de la police qui fait un travail et qui est reconnu, et on n'a pas spécialement à en redire. Par contre, lorsqu'il y a des personnes qui se conduisent de cette manière-là, je pense qu'à partir de là, même les syndicats, vous n'êtes plus crédibles, parce que on est en train de clairement quand même d'avoir des choses qui viennent de se passer avec un jeune homme qui témoigne, qui a quand même 60 jours d'arrêt, je veux dire, qui clairement ne mérite pas à ce qu'on en aille jusqu'à là. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer que, bien sûr, il y a la présomption d'innocence, ça, il n'y a pas, mais qu'à un moment ou l'autre, jusqu'à quand cette colère qui n'arrête pas de monter, si c'est la justice, parce qu'on dit on fait confiance en la justice, mais j'ai vu d'autres procès d'ici qui sont passés, malheureusement la justice a tourné le dos justement à ces habitants de ces quartiers, et ce que je veux dire, c'est qu'on n'avancera pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, eh ben, si on n'a pas aussi ce sentiment d'impunité qui malheureusement va dans un sens, et que de l'autre côté, je sais qu'aujourd'hui il y a 17 personnes qui demain vont être traduites devant le parquet, on va voir ce que ça va donner. Moi je me rappelle en 2005, il y avait des comparutions immédiates et des gens qui ont été directement en prison. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus, quoi. Donc il faudrait surtout que cette justice elle soit vraiment équilibrée, parce qu'on en a besoin et on aimerait encore pouvoir y croire. Mais si la justice elle finit par tourner le dos à une partie de ses habitants, je suis désolé, mais... Je vais vous laisser réagir, Stanislas Godon et également Vincent Capo-Canellas. Un mot, Aline Dayer, il faut toujours faire attention dans ce genre d'affaires à l'étincelle, à cette colère, à cette incompréhension qui peut exploser à tout moment, à l'angoisse aussi des parents pour leurs enfants, des parents qui ont vu également ce jeune homme, bébé, puis enfant, etc. Nous sommes dans une situation et un moment très délicat. C'est sûr, mais le moment délicat, il est créé par une situation gravissime. Enfin, je suis choquée, moi, des propos que vous tenez, Monsieur Godon. Votre syndicat a quand même parlé de gestes accidentels dans cette affaire. Qui peut croire une seconde que ces gestes aient pu être accidentels? Qui peut croire ça? Ce n'est pas rien dans les missions de la police, rien dans les fonctions de la police ne peut justifier qu'un jeune homme de 22 ans se retrouve avec l'anus perforé. Rien, rien. De même que rien ne peut justifier qu'au cours d'une manifestation, un manifestant se retrouve avec un œil crevé. Donc oui, là,
La colère de la victime, la colère de la famille, la colère du quartier, de la ville et sans doute d'autres villes de banlieue, elle ne pourra être apaisée que si il y a une enquête approfondie, impartiale, et si les faits sont avérés, s'il y a une sanction qui est appropriée et adéquate. Or, les faits dans les affaires de violences policières nombreuses qui ont eu lieu ces dernières années permettent d'en douter. On va écouter, je vais vous laisser réagir, on va écouter sur cette affaire les propos du ministre de la Justice, Bruno Le Roux, qui a réagi cet après-midi au Parlement. Tous les éléments ont été transmis. Les éléments de vidéo, les éléments permettant de retracer cette intervention dans son cadre, avant, pendant et après, afin que la justice puisse, sans délai, mener l'enquête au rythme, bien entendu, qui est le sien. De la même façon, je veux rappeler à leur devoir d'exemplarité tous les fonctionnaires de police et de gendarmerie, et je sais que dans beaucoup d'endroits, et dans la très grande majorité des cas, je n'ai pas besoin de le faire. Mais le lien entre la population et eux est central dans le pacte républicain qui doit être le nôtre aujourd'hui dans notre pays. Et je souhaite que cela soit affirmé haut et fort. Voilà pour les propos sans ambiguïté du ministre de l'Intérieur, Vincent Capo-Canelas. Il ne souffre d'aucune ambiguïté, ces propos-là, cette prise de parole. Oui, ces propos sont les propos qu'un ministre de l'Intérieur doit prononcer dans ces cas-là. Après, on peut s'interroger sur le timing. Le plus tôt, ça aurait été sans doute un petit peu mieux. Je veux dire simplement qu'il ne peut pas y avoir d'impunité dans la République. La décision du juge d'instruction, justement, le démontre. C'est-à-dire que, au vu des faits, le juge a choisi de qualifier les incriminations et que, de mon point de vue, la justice va avancer et que chacun pourra juger des résultats de l'enquête. Des moyens sont mis en œuvre. Je pense que à la fois le parquet, le tribunal de Bobigny sont sur ces questions tout à fait pointus et capables de faire établir la vérité. Et là-dessus, je pense qu'il y a un certain nombre de garanties. Évidemment, le fonctionnaire et les fonctionnaires pourront se défendre. On est en République. C'est normal que le processus ait lieu. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause les citoyens cela. vont regarder tout ça. Et Stanislas Godon, je vous remercie d'être là. Vous n'êtes pas du tout en accusation. Vous répondez comme avec les autres invités. Ce qui peut choquer ici dans ce plateau, c'est que dans cette affaire dramatique, il y a deux versions. C'est évidemment la justice de trancher, mais certains s'étonnent quand même qu'on puisse revisiter la notion de viol. C'est cela qui peut choquer aujourd'hui, évidemment la victime elle-même, la famille de la victime, et un petit peu la réaction de votre syndicat qui l'a quand même remise en cause. Alors nous, on ne l'a pas remis en cause, on a juste raconté les faits. Voilà, nous, on a raconté ce qu'a dit le parquet de Bobigny, on a raconté les conclusions... Non, c'est pas notre version, c'est la version du parquet du Bobigny et la version de l'IGPN, qui ne sont pas réputés pour être très complaisants vis-à-vis des policiers. Là, je peux vous l'assurer. Il y a quelques policiers qui s'en rappellent, notamment. Parce que quand vous parlez d'impunité, alors c'est complètement faux. Parce que l'impunité dans la police... Non, mais moi, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, cette histoire-là. Parce que les policiers, quand ils font l'objet de procédures, ils ont la double sanction. Ils ont la procédure disciplinaire avec parfois des mesures de suspension, parfois sans traitement. Ils ont ça a des conséquences notamment sur leur environnement familial, social, leur déroulé de carrière, parce que derrière, il faut savoir qu'ils peuvent oublier les histoires de mutation, d'avancement, de promotion, c'est terminé. C'est-à-dire que derrière, vous avez toujours cette étiquette qui vous colle à la peau. Alors c'est pour ça que nous, on dit simplement qu'on laisse faire la justice, elle rend ses conclusions, il y a un procès, on ne fait pas le procès sur un plateau de télé, c'est ça que je veux vous dire. Donc nous, on est très clair sur le sujet. Quand il y a des manquements, les manquements sont durement sanctionnés dans la police nationale. Alors je sais que vous n'êtes pas d'accord avec le sujet. Ça, j'ai bien lu votre rapport avec vos 89 cas qui ont tous fait l'objet d'une instruction notamment. Que pensez-vous justement de ce rapport, parce que vous avez l'air de le dénoncer en Non, pas du tout. Nous, on a regardé de manière très très précise. Effectivement, tous les cas qui ont été cités dans ce rapport ont fait l'objet d'une instruction. Parfois, il y a eu des condamnations. Parfois, il y a eu des non-lieux. Parfois, il y a encore des dossiers qui sont en cours de traitement. Donc, il n'y a pas de sujet. Quand il y a des manquements dans la police nationale, il y a enquête disciplinaire, il y a sanction administrative et il y a sanction pénale parfois.
Donc il n'y a pas de débat sur le sujet. Je rappelle qu'il ne s'agit pas ici de faire la justice pour tous les policiers. On va rappeler d'ailleurs leur code de confiance au sein de la population française. C'est vraiment important. On va voir d'ailleurs tout au long de notre débat qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes de formation, en termes aussi d'équipement, parce qu'on parle aussi souvent de très jeunes policiers qui sont intervenus. Il y a peut-être aussi un problème à ce niveau-là. Je vais vous laisser réagir un peu plus avec votre cœur, Mohamed Mechmach. Vous êtes souvent sur le terrain. C'est important d'écouter votre parole. C'est juste ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, j'étais face à un autre syndicat qui était M. Bessiza, qui clairement, on était déjà en train de discuter de ces questions de violence policière. Aujourd'hui, M. Bessiza est passé maire. Il a un témoignage différent, donc il vit aujourd'hui au quotidien peut-être que ce que certains habitants vivent au quotidien et qu'il le ressent différemment que là où il était en tant que syndicaliste. Voilà, je veux dire, c'est juste pas possible. Et encore une fois, je vous dis, on ne fait pas d'amalgame. On n'est pas en train de faire le procès de la police, parce que c'est notre police, on en a autant besoin que les autres. On se dit tout simplement qu'à un moment ou à l'autre, elle doit être exemplaire, que ce soit dans ces quartiers où on en a encore beaucoup plus besoin, et on ne doit surtout pas en avoir peur aujourd'hui. Et malheureusement, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a un peu peur de notre police, et ça devient quand même très inquiétant. Et jusqu'où on va aller, alors que ça fait pour nous un de plus, voilà, de ce qui vient de se passer. On est encore avec une affaire qui est l'affaire Adama Traoré, qui suscite encore pas mal de débats et de discussions sur ces questions-là. On a été plus d'une fois essayer de rencontrer certains syndicats pour discuter, ne serait-ce que sur l'histoire du contrôle aux faciès, qui aujourd'hui pourrit un peu la vie de ses habitants, qui aujourd'hui vivent des situations d'humiliation. C'est leur dignité qui aujourd'hui en prennent un coup, ainsi de suite. Et on ne peut pas continuer à tolérer ça constamment. Je veux dire, il y a des sujets dans ces quartiers qu'il faut dénoncer, il n'y a pas de problème, on le dit. Il y a cette minorité qui nuit à la majorité des habitants qui vivent dans ces quartiers et qui vont s'en sortir. Et il ne faudrait surtout pas faire non plus d'amalgame là-dessus et considérer que l'ensemble des citoyens... C'est-à-dire, Mohamed Mechmach, que vous condamnez évidemment, d'ailleurs je ne vous ai pas posé la question parce que je sais que vous le faites, les violences qu'il y a eu là. Oui, et puis en tout cas, on est ravis que le président a pu effectivement aller à l'hôpital pour rencontrer Théo. On appelle effectivement au calme, parce que la meilleure manière aussi, c'est pas tout simplement de glisser dans cette violence, c'est de répondre différemment. Il y a la justice, mais il y a aussi clairement, à un moment ou à un autre, la parole politique. Il y a l'exemplarité que notre police doit avoir, et ça doit honnêtement être vécu de cette manière-là, et pas comme d'une manière où, encore une fois, ce serait intéressant on va de savoir donner... Quel adjectif, comment vous qualifiez les deux, messieurs, la relation aujourd'hui entre la police et certains habitants, pas tous les habitants? C'est dégradé, je veux dire, mais pas que dans les quartiers. Je veux dire, c'est au-delà des quartiers aujourd'hui, cette relation police-population. Et c'est pas faute d'avoir essayé d'essayer de trouver effectivement un dialogue. Et c'est ce que j'expliquais avant d'arriver sur le plateau, c'est qu'on reste dans une impasse. Vous vous rendez compte que ces discussions... Il y a 15 ans déjà, 20 ans en arrière, on en discutait. Moi, il y a 10 ans avec l'affaire de Ziad Bouna Pearl Harbor. Et aujourd'hui, 11 ans après, on est là à recommencer ces sujets-là. Et cette violence qu'il y a dans ces quartiers qui monte, parce qu'à un moment ou l'autre, qu'est-ce qu'on renvoie à ces habitants? C'est qu'à un moment ou l'autre, on a l'impression que finalement, ce qu'elle disait la maman tout à l'heure, on n'est pas écouté, quoi, je veux dire. Pas du tout. Et pas entendu. Aline, d'ailleurs, juste un point peut-être tangible. Est-ce qu'on a des données chiffrées, mesurées, sur lesquelles on peut débattre ce soir? Parce que j'ai enquêté, si je puis dire, il n'y a pas de publication, il n'y a pas d'information par les autorités, il n'y a pas de recensement. Il y a votre enquête, qui est un travail sérieux, mais qui est limité au cas que vous avez étudié. Alors non, effectivement, le premier de nos constats, ça a été celui de l'absence totale de données. Alors, concernant le nombre de personnes blessées et décédées pendant des opérations de police ou de gendarmerie, concernant le nombre de plaintes pour des faits de violence contre des personnes dépositaires d'autorité publique, le nombre de condamnations, il n'y a absolument aucun chiffre. Alors, notre enquête est circonscrite dans un temps précis sur 89 cas, ce qui n'est absolument pas représentatif de l'ensemble des cas. Et on demande que des chiffres soient publiés afin effectivement de pouvoir constater soit des évolutions positives ou négatives et de pouvoir surtout corriger, voir là où les problèmes se posent et d'y apporter des solutions. Vous êtes demandeur de ce genre de faits chiffrés, tangibles? Alors, ça dépend quelle exploitation on en fera, mais de toute façon, le ministère de l'Intérieur va d'ores et déjà, depuis cette année, comptabiliser les statistiques des personnes qui sont blessées lors d'opérations de police. Et je ne parle pas de violences policières, je parle de personnes blessées lors d'opérations de police. Donc après, on verra ce que ça donnera pour chaque cas.
puisqu'il faut savoir que quand même, nous sommes la police la plus contrôlée au monde. Nous avons 5 organismes de contrôle. Donc je peux vous dire que pour passer entre les mailles du filet, c'est assez compliqué, contrairement à ce que peuvent dire certains. Puisque nous avons une autorité hiérarchique, une autorité administrative, une autorité judiciaire, nous avons la plateforme de l'IGPN, nous avons également le défenseur des droits, puisque je rappelle qu'il est très souvent saisi. D'ailleurs, et il a indiqué qu'il allait lancer d'ailleurs une enquête sur cette interpellation qui, dit-il, je cite simplement ces phrases, illustre les conflits qui naissent parfois des contrôles d'identité. Donc il lie ça vraiment à cette situation de contrôle d'identité. Je crois que surtout à l'origine, il y avait une histoire de trafic de stupéfiants. Et c'est quand même curieux que l'histoire se répète, parce que Viry-Châtillon, c'était exactement la même chose. Viry-Châtillon, c'était exactement la même chose. Une caméra qui était surveillée par des policiers parce que sur l'affaire Adama Traoré, il n'y avait pas une histoire de stupéfiants. Sur l'affaire de Ziad Bouna, il n'avait pas une affaire de stupéfiants. Sur l'affaire, donc à un moment donné, je veux dire, on ne va pas tout, encore une fois, ramener sur la question des stupéfiants. Il existe. Et quand bien même. Voilà. Et quand bien même. Donc si vous m'expliquez que dans les quartiers difficiles, le trafic de stupéfiants n'existe pas. C'est pas ce que j'ai dit. Je veux dire. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Mais moi je dis qu'il pourrit la vie des citoyens. On en est. Et d'ailleurs, je ne ferai pas l'amalgame entre 80% de la population de ces quartiers qui effectivement vit et normalement, et je crois que 80% des mérite aussi qu'on les sondages et que sur des contrôles d'identité ça se passe correctement, comme si ça se passait dans un quartier en dehors de zones prioritaires qui aujourd'hui ont les mêmes droits et qui puissent avoir les mêmes droits communs que les autres. Non, mais tout le monde a dommage, parce que je suis persuadé que ce genre de contrôle dans un autre quartier qui ne serait pas en zone prioritaire ne se passerait pas de la même manière, quoi, je veux dire. On est quand même aujourd'hui dans une situation problématique. Non, mais la police régalienne, elle ne fait pas de différence entre les quartiers. C'est vous qui le dites, et elle contrôle l'identité des personnes. On ne vit pas la situation de la même manière. Toute personne sur le territoire national peut faire l'objet d'un contrôle d'identité. Je vous garantis qu'on ne vit pas de la même manière. C'est exactement les statistiques le démontrent. Se passe. Et on vous l'a démontré. Excusez-moi, on l'a démontré plusieurs fois que quand on est d'origine maghrébine, d'origine noire, on est contrôlé 10 fois plus que si on était... c'est pas moi qui le dis, c'est aussi des gens qui ont... Oui, le rapport de 2009, bien sûr. Des statistiques qui ont été faites sur le site de la Gare du Nord, le site de Châtelet-Léal. Bon, tout le monde connaît comment ça a été fait, tout le monde connaît l'historique de la Gare du Nord. Mais si, il ne faut pas être dans le déni. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est un problème récurrent et on cherche les solutions. Et moi, je vous invite à ce qu'on les trouve ensemble, mais qu'il y ait une volonté de le faire. Mais ne sortez pas des statistiques en essayant d'expliquer quelque chose, alors que il faut avoir la vue d'ensemble. Et c'est comme dans toute enquête. Dans toute enquête, il y a un début, il y a un déroulé, puis il y a une conclusion. Mais donc, il faut voir tous les éléments. Mais on est d'accord, mais encore une fois, il y a l'affaire Amel Bentounsi, qui encore là va être en appel pour une question de légitime défense. Je veux dire, on est quand même dans une situation très inquiétante, je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, on demande à ce qu'il y a eu la légitime défense, qu'on puisse l'élargir pour que nos policiers, ou ainsi de suite. Je veux dire, croyez-moi que c'est une question quand même, je crois que personne ne nie qu'il y a des difficultés dans certains quartiers, qu'il y a un trafic de stupéfiants. Mais là, pardonnez-moi, on est sur une affaire qualifiée, enfin en tous les cas où les mises en examen, il s'agit d'un viol. Donc qu'il y ait des difficultés dans certains quartiers, c'est une chose. On ne va pas les résoudre, encore moins sur ce plateau ce soir, c'est une chose. Mais le cœur de l'affaire est quand même celui-là. Donc je voudrais y revenir, Vincent Capo-Canelas, et donc prendre un peu plus de distance. Depuis quand même le contexte d'attentat que nous connaissons, la police recrute. Elle recrute davantage, vous êtes d'accord? Peut-être à un rythme parfois soutenu, avec une formation rapide, peut-être trop rapide pour certaines futures recrues. On ne jette pas du tout l'opprobre sur toutes ces recrues, mais est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui de formation par rapport à ces jeunes recrues qui se retrouvent sur le terrain, parfois dans des situations très compliquées où il faut garder son calme, il faut agir avec un sang-froid en toutes circonstances. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous penchez sur ce genre de questions également? Oui, je crois qu'il y a un problème de moyens aussi donnés à la police et d'organisation en fonction des quartiers. On voit bien quand même que dans un certain nombre de grandes villes, les moyens donnés, en termes d'effectifs, les moyens matériels, le niveau de formation, le niveau d'ancienneté, la technicité des cadres n'est pas la même. Et on mesure bien qu'on envoie dans les quartiers dits difficiles, souvent les plus jeunes, des recrues qui sortent des écoles de police, qui n'ont pas l'habitude, forcément, et qui font un travail très difficile. Je veux dire que, bien sûr, l'immense majorité des policiers fait un travail remarquable dans des circonstances difficiles. On a fait allusion tout à l'heure, évidemment, aux événements dramatiques que le pays a connus, aux attentats, à tout ça. On a besoin de la police. Et je retiens ce qu'a dit Mohamed Meshmach tout à l'heure. Ce sentiment-là, on a besoin de la police dans la République. Et on sait que leur travail est difficile. En même temps, le lien n'est pas évident, parce que lorsqu'il y a des qualifications pénales qui sont retenues contre les policiers, eh bien évidemment, ça distance ce lien.
c'est une évidence là-dessus. Donc il faut sanctionner dans ces cas-là, tirer toutes les leçons en termes de formation, établir la transparence, je pense, sur un certain nombre de sujets ou d'affaires. Si ce n'est pas suffisamment fait, le Parlement peut peut-être s'en saisir aussi pour aider le gouvernement à progresser là-dessus et être une instance aussi de régulation parfois. Donc ne jetons pas non plus l'opprobre sur l'ensemble des policiers, mais lorsqu'il y a des qualifications pénales qui sont retenues contre les policiers, il faut que la justice passe complètement. Et ensuite se dire que dans les quartiers, effectivement, il y a des sujets de formation, trop de jeunes policiers, voilà, même si la jeunesse ne peut pas être non plus la cause d'infractions pénales, bien évidemment, là-dessus. Non, mais on est d'accord pour dire, Aline Daillard, c'est une police républicaine, mais est-ce que vous craignez un fossé entre certains citoyens dans certains quartiers et puis la police? Est-ce que ce fossé, vous le constatez? Est-ce que cette défiance est de plus en plus grande? La défiance, elle est réelle en tout cas, et elle est réciproque. Elle va dans les deux sens, la défiance. Elle est de plus en plus grande, oui, et en tout cas, elle ne trouvera pas de solution, cette défiance, tant qu'il n'y aura pas, dans ce type de fait, des sanctions adéquates. Enfin, je suis désolée de vous reprendre. Le constat de l'impunité, il ne sort pas de nulle part. Il repose sur des faits qui n'ont pas été démentis par ailleurs, qui sont établis dans notre rapport. Sur les 89 affaires sur lesquelles nous avons enquêté, nous avons eu 6 condamnations. Alors, vous avez raison sur le fait que toutes n'ont pas encore abouti et certaines sont encore en justice. 6 condamnations. Parmi ces condamnations, pour un homicide involontaire, on a une condamnation à 6 mois de prison avec sursis. Comment les citoyens peuvent comprendre ça? Ce n'est pas possible. Et avant d'arriver à une condamnation, c'est un parcours judiciaire insoutenable pour les familles. Il y en a plein qui renoncent avant d'arriver à la fin. On a des non-lieux parce que l'omerta policière fait que des policiers ne se dénoncent pas. Donc on a dans certaines affaires, on ne sait pas qui a tiré au flashball par exemple. Donc le policier auteur ne peut pas être poursuivi, donc on a un classement sans suite. Ça arrive dans des affaires, et ça n'est pas démenti. Pour le coup, ça n'est pas démenti. Donc l'impunité, de fait, elle existe. Je le regrette, mais elle existe, et il n'y a rien qui peut... Madame, c'est très grave, ce genre d'accusation, quand même. Oui, je suis d'accord. Mais il ne faut pas, comme ça, mettre en cause la justice, et je pense que vous citez un certain nombre d'affaires, il faudrait regarder l'ensemble, quand même. Nous l'avons fait, monsieur. Et on ne peut pas dire que lorsqu'on est policier, il y a une impunité. Non, on ne le dit pas vraiment sur ce plateau. Je voudrais juste recadrer d'un point les choses, c'est important, parce que ce qu'on essaye de faire, et c'est assez, j'allais dire, troublant d'écouter vos paroles, parce que voilà quelqu'un qui nous dit qu'il travaille depuis longtemps dans ces quartiers, qui nous dit ça fait 15 ans qu'il y a cette forme de méfiance, de défiance. Donc Stanislas Godon, j'imagine que ça vous touche. Vous êtes bien sûr le syndicat de Police Alliance, mais pas seulement. Il n'y a pas simplement, je vais dire, une attitude corporatiste. Non, vous voyez que ce sont des faits extrêmement graves. Comment vous également pouvez faire en sorte pour recréer ce lien? Est-ce que vous y pensez également? Recréer le lien, il va être extrêmement compliqué parce que en plus les événements de l'année dernière, je veux dire, nous ont quand même un peu interloqués quand on a vu que certains collègues ont été, et là je vais rendre hommage à leur sang-froid. Puisqu'on dit que les policiers n'ont pas de sang-froid, mais là ils en ont eu hier soir, puisque lorsqu'ils ont été extirpés de justesse d'un véhicule parce qu'on tentait de les brûler vifs à l'intérieur, bon, ils ont quand même tiré quelques coups de feu à balles réelles en l'air pour juste intimider et faire cesser en fait cette attaque injustifiée. Ce que je veux dire, c'est que le travail du policier dans ces quartiers est extrêmement compliqué parce que vous savez, quand vous arrivez dans un quartier et que vous êtes en train de surveiller de ne pas prendre une machine à laver sur la tête, c'est quand même très très compliqué. Et puis ça arrive fréquemment, malheureusement, parce que c'est un constat d'échec. Et là, je vous rejoins là-dessus. Mais vous n'y voyez aucune circonstance atténuante par rapport à ce dont nous parlons. Non, mais je ne parle pas de l'affaire. Là, je parle de la manière générale. Oui, le travail du policier de manière générale. Oui. Vous-même, dans cette situation, en attendant que l'enquête avance, comment pouvez-vous faire en sorte, justement, pour, j'allais dire, recréer ce lien? Je sais que ce n'est pas avec un coup de baguette magique, mais vous voyez bien qu'ici même, sur ce plateau, déjà, on voit bien un fossé. Et en tout cas, c'est pas faute d'avoir tendu la main pour essayer de trouver des solutions et de dialoguer, de se mettre autour d'une table et de dialoguer. Il faut qu'il y ait une volonté aussi. Je veux dire, et c'est pas la première fois qu'on interpelle quelques syndicats pour leur dire comment on fait. Parce que moi, j'ai entendu qu'il y avait un taux de suicide chez les policiers, donc on peut effectivement le comprendre. Et de l'autre côté, il y a aussi un ras-le-bol. Et comment on fait aujourd'hui pour que les choses avancent? Et cette défiance, je suis désolé, plus on tarde, plus elle commence effectivement à ce que ce fossé se creuse de plus en plus. Et ça se traduit
d'une manière, malheureusement, avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, mais si ce n'est par la suite des choses qui vont être encore plus dramatiques. Donc, bien sûr, il y a eu ce qui s'est passé ces derniers temps et personne n'a eu à redire de ce qu'a fait la police concernant les attentats. C'est parce que je voudrais juste qu'on revienne encore pour dire qu'on ne fait pas le procès de la police. C'est pas notre là. On a bien dit pas d'amalgame. Et encore une fois, soyons justes, reconcentrés sur ce qui s'est passé à Aulnay et de dire que ce qui venait de se passer à Aulnay n'est pas acceptable. Et c'est juste, à un moment ou l'autre, qu'on puisse clairement dire aussi, comme on nous l'a souvent dit, faites un peu le ménage dans vos quartiers parce que finalement ça nuit à la majorité des gens qui y vivent. Et on demande simplement qu'à un moment ou l'autre, quand il se passe des choses comme il vient de se passer, je veux dire, c'est pas rien, quoi, je veux dire. 60 jours d'arrêt, il a une hospitalisation, il a une poche, le gamin il va pas inventer des choses, quoi, je veux dire. Il y a des trucs qui... Personne n'a dit ça aujourd'hui. Non, mais personne n'a dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, vous, y compris vous devriez être un petit peu quand même choqué. Je dis pas, je peux comprendre que vous êtes à défendre vos collègues, mais c'est là où je vous dis, si à un moment ou l'autre, vous devrez être encore crédible, c'est aussi de dire, attention, tout ne peut pas être défendable, quoi, je veux dire. Il y a des choses qui peuvent l'être et des choses qui ne peuvent pas l'être. Et là, actuellement, et encore une fois, il y a présumé d'innocence et ainsi de suite, mais on ne peut pas non plus essayer de requalifier des actes ou ainsi de suite sur un témoignage où aujourd'hui, Théo lui-même explique ce qu'il a vécu, quoi, je veux dire. Et c'est quand même assez digne de sa part de pouvoir le faire. Parce qu'il y a aussi, clairement, on peut aussi avoir ce sentiment de honte et d'expliquer cette situation, quoi. Et il le fait quand même, quoi. Je veux dire, il y a aussi ce que ça va lui renvoyer comme violence aussi, et comment il va le vivre tout le reste de sa vie, quoi. Non mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez de requalification. Nous on requalifie rien. Nous on attend justement la qualification des faits, parce que les policiers, vous savez, ils respectent les règles procédurales, et y compris en matière de procédure judiciaire. Donc nous, une fois qu'on a tous les éléments, après il y a effectivement le juge d'instruction qui va instruire l'affaire et qui va donner la qualification définitive. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Et une fois que tout ceci est fait... J'ai vu votre communiqué de presse aujourd'hui, quoi. Sur votre communiqué de presse, à un moment ou l'autre, il n'y a pas une seule fois où sur la question de Théo, on essaie d'avoir une petite incompréhension, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de tout ça dans votre communiqué de presse, quoi. Je veux dire, on est encore une fois en décalage. Et ce que vous dites, Mohamed Mechmach, c'est-à-dire que lui, il a bien dit qu'il n'y a évidemment pas, qu'on ne fait pas le procès de la police. Il vous demande, est-ce que vous avez évidemment une pensée également pour ce jeune homme, pour sa famille, pour ce qu'il a subi, tout simplement, humainement, la pensée, évidemment, pour les blessés, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a dénoncé dans le communiqué de presse l'empressement médiatique. C'est tout ce qu'on a dénoncé. Et c'est tout ce que nous avons fait. L'empressement médiatique, excusez-moi, il est quand même établi sur aussi ce que la justice a... L'enquête a été ouverte. L'enquête a été ouverte. Parce qu'en ce moment, il y a un parfum d'acharnement médiatique qui vient de tous les côtés. Donc, parfois, il faut bien se défendre. En tous les cas, merci pour ce débat. C'est une affaire qui est sérieuse, qui est grave, qui n'est pas évidente parce qu'elle peut évidemment engendrer des incompréhensions, des ambiguïtés. Nous ne faisons pas le procès, évidemment, de toute la police. Mais évidemment, il faut parler de cette situation, de ce que vit ce jeune homme et sa famille qui a appelé au calme ce soir. C'est peut-être le message le plus important. On fait aussi aujourd'hui, c'est qu'on appelle au calme. C'est ce qu'on a toujours fait depuis ces 10 dernières années. Sur notre démarche à nous, ça a été tout simplement de dire à une bonne partie de ses habitants que c'est pas par la violence qu'on réglera le problème. C'est par d'autres moyens. Mais il faut qu'on se fasse aussi aider à côté de là et quand on tend une main, qu'elle puisse être saisie. Et non pas la regarder et puis nous laisser son retranchement, quoi. Merci en tous les cas, messieurs et madame, pour ce débat. La suite de votre émission, et on va passer à l'actualité politique, toute autre ambiance, affaires, révélations, soupçons. À quoi va ressembler cette campagne présidentielle? Et surtout, jusqu'où faut-il aller dans la transparence de la vie politique? Respecter les règles, oui, c'est évident. Mais faut-il pour autant exiger un grand déballage sur ce sujet? Le match des idées va opposer dans quelques instants le réalisateur et éditeur Yves Deray au journaliste de Valeurs Actuelles, François Dorcival. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. L'échec peut être raconté de 1000 manières, mais comment quitter la scène sans insulter l'avenir? Et quelles sont les nouvelles règles imposées par les primaires où les vaincus doivent en plus encourager le vainqueur? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, les bons et les moins bons perdants. Déshabillons-les demain à 18h45 sur Public Sénat. Bakshish, peshkesh, choubouk, shpertz, autant de nuances pour une même réalité, le pot de vin.
Nous sommes très contents de voir que des gens qui semblaient intouchables sont maintenant mis en prison pour des faits de corruption qu'ils ont commis. Ce sont des gens très intelligents. C'est comme une partie d'échecs. Tu avances un pion, il avance un pion, et à la fin, on voit qui a porté le coup fatal. La mentalité d'un peuple ne change pas en 5 ou 10 ans, c'est sûr. On a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de petits pas, des erreurs aussi, et pas mal de tentatives pour construire quelque chose. Roumanie, le grand ménage, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent de cette question qui traverse la campagne présidentielle et dont on n'a pas fini de parler, la transparence. Oui, bien sûr, mais jusqu'où? Il ne s'agit pas ici de poser des limites à l'exigence de transparence, qui est une exigence démocratique, mais de savoir jusqu'où cette transparence est-elle nécessaire pour juger ou choisir un candidat. On va en parler avec nos invités ce soir. Yves Derey, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, réalisateur, éditeur, journaliste. Avec nous également François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste auprès de Valeurs Actuelles. Tout d'abord, avant de parler de cette exigence de transparence, messieurs, l'actualité aujourd'hui, ce sont des informations, les suites de l'affaire Fillon, Canard enchaîné, non pas une nouvelle affaire, mais ce sont des suites. Le journal accuse l'épouse du candidat Les Républicains d'avoir perçu 45 000 € d'indemnité de licenciement de l'Assemblée nationale. François Fillon a riposté via un communiqué et a dénoncé des mensonges. Je vais vous laisser réagir sur le fond, mais d'abord Yves Derey, sur ce goutte à goutte, c'est fait, avéré ou pas, mais désormais quotidien, ils viennent quand même peser, et c'est l'objet quand même de notre débat, peser sur une campagne devenue incontrôlable. On l'a vu aujourd'hui à Troyes, aux côtés de François Baroin, combien il est difficile de mener une campagne qui n'est plus déjà tout à fait la même et qui n'est pas encore une autre. Je crois que c'est très très compliqué aujourd'hui pour François Fillon de mener sa campagne. Et donc les avertissements notamment de Georges Fenech sur le thème « On ne sait pas si François Fillon est coupable ou pas, mais en tout cas on est devenu inaudible sur nos propositions, sur le programme ». Ces propos-là résonnent aujourd'hui parce qu'on constate, et François Fillon le premier, qu'il n'arrive pas à développer ces thèmes de campagne, qui sont pourtant des thèmes forts, parfois un peu polémiques, controversés, donc on aurait besoin d'en discuter, et on n'y arrive pas. Et je ne sais pas quand ça va s'arrêter, je sais que j'entends ça et là, qu'on commence un peu à se lasser, et en même temps, les médias aiment feuilletonner, les gens se passionnent quand même pour cette affaire Pénélope, avec ce prénom qui ressemble à un feuilleton d'OSS 117, là, donc, et puis voilà, et puis des éléments quand même qui sont un peu choquants pour, je pense, pour le commun des mortels et des Français. J'étais dans un taxi en venant et le chauffeur me disait « Mais moi, 45 000 €, je gagne pas ça en un an de travail, les indemnités de Madame Fillon. » Donc, j'imagine que ces chiffres sont compliqués et vont relancer, à chaque fois, remettre un peu dans la seringue un peu de venin. Oui. Oui, moi il me semble que nous atteignons l'overdose médiatique. D'ailleurs, vous le dites très bien, goutte à goutte. Parce que les révélations, entre guillemets, d'aujourd'hui n'en sont plus. En effet, nous savons très bien que les chiffres dont vous parlez sont inclus dans ceux que François Fillon a annoncés hier, lundi. Il figure évidemment dans les chiffres qu'il a fournis de son patrimoine, des contrats, des primes, etc. Tout ça est inclus. Il en est de même d'une autre pseudo-révélation qui consiste à additionner des chiffres qui avaient déjà été fournis par le Canard enchaîné le 25 janvier. Donc l'overdose est en train d'être atteinte. Overdose, d'accord. Trop de révélations. Mais les conséquences, les dégâts politiques, c'est vraiment notre sujet, les dégâts François. politiques. Parce que vous voyez bien que François Fillon, quand même, se défend encore. Donc il juge qu'il a besoin de le faire. Il se défend d'autant. Il publie demain une lettre qui s'intitule Lettre aux Français, qu'on peut retrouver, d'ailleurs, on va la voir, qui a été publiée dans Ouest France. Désormais, c'est à vous de décider, dit-il. Il juge qu'il a encore besoin de le dire, de le faire encore et encore. Ah, mais oui, mais naturellement, puisque la campagne, pour le moment, a été interrompue et bâtie là-dessus. Eh bien, effectivement, sa contre-attaque a démarré hier. Il l'a fait avec beaucoup d'énergie. Il dit que son énergie de campagne est décuplée. Eh bien, il va le montrer et il faut qu'il le démontre. Il a choisi d'être
le candidat qui était le favori, qu'il est moins à cause de cette campagne, il faut maintenant qu'il montre qu'il est capable de surmonter cette épreuve. C'est ça le défi qu'il a. Au fond, Yves de Ré, au-delà de ce que l'on pense, nous, au-delà des commentateurs, au-delà de sa famille politique, le plus important, ça va être les Français. C'est l'opinion publique, elle sera la seule juge et c'est le plus important. C'est l'opinion publique, c'est quand même aussi le climat politique autour de lui. Je pense que, malgré tout, ce qu'il a fait lors de cette intervention plutôt réussie, quand même, c'était plutôt... Sur le fond, on peut toujours faire l'exégèse des propos et trouver ça et là des erreurs ou des imprécisions. Mais c'est vrai qu'il a démontré à ses partisans d'abord, je pense, qu'il était solide, qu'il était carapacé, qu'il tenait la barre malgré la tempête et qu'il fallait compter avec lui. Je crois que la semaine dernière, j'avais dit attention, l'Ontario, pas trop vite. Il n'est pas mort. Eh ben, Ici même, exactement. En effet, c'est pas Philippe Séguin, son mentor, qui lui serait sans doute parti en dépression parce que c'était quelqu'un de pas très solide moralement. On l'avait vu lors de différentes campagnes. Fillon, lui, c'est un costaud. Et c'est une qualité, je crois, majeure pour devenir président de la République en France. Sans cette qualité-là, on n'y arrive pas. L'autre qualité, c'est ce qu'il avait mis en avant, c'est la probité durant sa campagne. Ça, c'est autre chose. Alors ça, la probité durant sa campagne, malheureusement, elle est mise en doute, malheureusement pour lui, et c'est ça, au fond, le cœur du problème. S'il y avait eu des révélations sur François Fillon qui ne résonnaient pas avec ses propositions, avec l'homme qu'il a dit être, avec les petites phrases qu'il a lancées, type on n'aurait pas vu De Gaulle mis en examen, s'il n'y avait pas des informations qui entrent en résonance avec cela, je pense que ça n'aurait pas eu un tel impact. Là, le problème, c'est que il est touché au cœur par cette campagne. Alors, oui, il est touché au cœur, il l'a lui-même dit hier, ça m'a été un vrai coup à l'estomac. Mais d'une certaine façon, je crois que ça tend à prouver son innocence. Je veux dire par là que, évidemment, en droit, à mon avis, il ne risque pas grand-chose, et donc on l'attaque sur la morale, et il ne soupçonnait pas qu'on allait aller chercher ce genre de documents, d'archives, etc., pour l'attaquer aujourd'hui. Je pense qu'il ne l'avait pas vu du tout. Ça, c'est une évidence. Ni lui, oui, mais ça se ni voit à son par la gestion de la communication des premiers jours. Je crois pendant 10 jours, il a été complètement désemparé parce qu'il n'avait pas vu cette affaire-là. Et s'il ne l'avait pas vu, c'est qu'il n'y pensait même pas, parce qu'il répète tout le temps « je n'ai rien fait d'illégal », et en effet, on ne voit pas ce qu'on pourrait démontrer d'illégal dans son comportement. Oui, mais c'est sur le terrain de la morale qu'on l'attaque. Il y a quand même un problème dans ce discours, parce qu'il dit quand même qu'en 2013, il a déjà compris qu'on ne pouvait plus travailler en famille à l'Assemblée, que les Français n'étaient plus prêts à accepter ce genre de pratique, et donc il a licencié, il s'est séparé de sa femme. Donc, en même temps, avant même de déclarer sa candidature, il a conscience que ces pratiques-là ne peuvent plus c'est pour ça qu'il les a arrêtées. D'accord. Donc, s'il le conçoit, c'est quand même qu'il en est conscient. Et donc, il aurait dû venir en étant préparé à cette polémique, puisque lui-même, il est conscient que cette affaire-là ne tient plus. Il aurait dû venir. Et c'est là où, moi, je pointe plus que la transparence, le professionnalisme des hommes politiques. Je pense que François Fillon, en grand professionnel politique qu'il aurait dû être, aurait dû avoir préparé son dossier. Et les preuves matérielles qui prouvent le travail de Mme Pénélope Fillon auraient dû déjà être rassemblées et prêtes à sortir, parce que, quand on est un grand professionnel, on doit imaginer les polémiques auxquelles on va se confronter à coup sûr dans une présidentielle. Non. Et en 2013, il est conscient que ça pose problème. Non, c'est pas. Il le dit, il le reconnaît. Et donc il arrête. Il arrête. Mais il ne se prépare pas à la polémique à venir. Évidemment, puisqu'il arrête. Il arrête il arrête dès 2013. Nous sommes en 2017. Ça a duré 15 ans. Mais ça a duré 15 ans. Très, très bien. Mais effectivement, il se dit maintenant que cette affaire-là est terminée, je ne vois pas à quoi je pourrais devoir m'attendre. Or, c'est ça qui s'est produit. Mais il y a un moment donné où la machine à fournir des documents, des chiffres, des contrats et des machins s'arrête. Voilà, elle n'alimentera plus la machine médiatique. Il va falloir
trouver d'autres relais. Nous verrons dans les sondages, dans l'opinion, ce que cela va donner, puisque la campagne se poursuit, il faut bien le dire, elle est quand même entravée, parasitée par tout cela. Autre actualité judiciaire, encore celle-ci, encore sur la famille de la droite. Nicolas Sarkozy est renvoyé en procès pour financement illégal de campagne électorale. L'ex-président François Dorcival va donc faire appel de cette décision. D'abord, est-ce que cette ordonnance de renvoi, elle est surprenante ou est-ce qu'elle est logique? Est-ce que vous estimez au contraire que c'est un coup de tonnerre? Elle est très, très politique. Elle intervient à un moment de ce calendrier. Alors je sais très très bien que les différents mises en examen se disent, mais enfin, il faudrait quand même que la justice finisse par déclarer ouverte ce procès, l'audience, etc., qu'ils l'attendent avec impatience. Il n'empêche que cette ordonnance intervient en pleine campagne politique. Et l'un des deux juges d'instruction, vous savez très bien que l'un des deux juges d'instruction, M. Van Rynbeck, ne l'a pas signé. S'il ne l'a pas signé, c'est qu'il y a un signe politique. Yves Deray, quelle analyse faites-vous de tout cela? En même temps, que n'aurait-on dit si le juge... Avant-hier, on ne le disait rien, puisqu'on n'attendait rien. Laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Oui. Si c'était sorti, si cette demande de renvoi était sortie pendant la campagne des primaires, où Nicolas Sarkozy était encore en course, que n'aurait-on dit? Parce que là, pour le coup, effectivement, on lui aurait scié les pattes en pleine campagne. Or, ça tombe après, Nicolas Sarkozy a été battu. De surcroît, François Fillon s'est présenté à un moment donné quand même comme une forme d'accusateur de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas épargné pendant cette campagne. Donc, ma foi, s'il n'y avait pas eu cette affaire-là, François Fillon aurait pu tout à fait bagnoder sur l'affaire Big Malion, dans laquelle il n'a jamais trempé lui-même, vraisemblablement, à moins que de nouvelles révélations interviennent. Donc, si vous voulez, je ne crois pas là pour le coup au coup monté politique, parce qu'il aurait dû intervenir pendant la primaire si on voulait empêcher Nicolas Sarkozy de gagner. Bien sûr, coup monté, c'est beaucoup dire. Et je ne prononce pas ce mot-là. Il n'empêche que ça intervient à un moment de la campagne présidentielle. Et cela. La justice doit passer. Non, mais bien sûr, la justice, et plus vite elle passe, etc. Ouais. Mais il n'empêche que ça intervient à un moment donné pour dire cette droite, finalement, elle est constamment engluée dans des affaires judiciaires. En tous les cas, le climat, il y a un véritable spectre des affaires. Voilà, exactement en ce moment. On va revenir quand même au cœur de notre débat du jour. Je laisse de côté la justice, je passe à la transparence. La question, c'est jusqu'où? Évidemment, la justice fait son travail dans toutes ces affaires. Mais là, on est sur un domaine vraiment plus précis, de l'exigence de la transparence, qui est une exigence démocratique de plus en plus importante dans notre société. Est-ce que, selon vous, Yves Deray, François Dorcival, on va vers un grand déballage, y compris sur la vie privée, les moindres détails de cette vie privée? Moi, j'ai l'impression quand même qu'on y va franco. Et pour ma part, je suis un peu cynique sur cette question-là. Je ne crois pas à la transparence. Je crois, encore une fois, au professionnalisme des hommes politiques. Regardez, François Hollande, bon, on n'a pas vu d'affaires, il n'y avait pas d'affaires avant, pas d'affaires pendant. Sa vie privée, au moment où il est élu, elle est assez connue, puisqu'il est avec une femme qui est sa compagne. Elle a quand même évolué après. Et voilà, finalement, c'est sa vie privée qui va le plomber lourdement quand même. Parce que l'affaire de cette femme qu'il quitte en plein mandat et qui ensuite pond un livre terrible contre lui, un livre politique, qui le charge en fait de ne pas être sensible à la détresse des pauvres avec cette affaire des 100 ans. Donc une affaire privée qui devient une affaire politique et qu'il va payer tout au long de la fin de son mandat, parce que là, encore une fois, on est au cœur de la générosité de la gauche là qui est touchée. Donc c'est très grave cette affaire-là. Et c'est une affaire de vie privée, alors que pourtant, il n'y avait rien avant. Il n'y avait rien avant et ça tombe là. Donc vous voyez, même je ne vois pas, je n'imagine pas des candidats se présenter à une élection présidentielle en disant voilà, j'ai une femme, j'ai une maîtresse, j'ai un amant, etc. Et pourtant, certains ont démenti, dont Emmanuel Macron. Il l'a fait publiquement, donc on peut en parler. Il a démenti des rumeurs sur une supposée relation. C'est pas il a démenti en anticipant. C'est ça qui était incroyable. C'est que nous sommes dans un climat tel de soi-disant transparence que ceux qui sont mis en cause le sont par la rumeur. Et la rumeur devient si intense grâce à Internet et à je ne sais quelle officine, puisqu'on désigne même à nouveau Wikileaks et autres services russes. Bref,
il est obligé d'anticiper pour démentir ce qui circule, alors que naturellement, beaucoup de gens n'en savent rien et surtout n'y prêtent aucun crédit. En démentant la rumeur, finalement, on la rend publique. On en parle davantage et on nourrit les suspicions. Mais c'est une technique de communication qui a déjà été éprouvée dans le passé par Dominique Baudis, qui, dans l'affaire Allègre, à l'époque, avait précédé les accusations qui pouvaient être portées contre lui et était venu à la télévision pour démentir une rumeur, c'est-à-dire quelque chose dont, alors là, on était encore moins au courant que cette affaire. L'affaire Baudis, c'est pour en résumer le contenu, une affaire outreau des médias. Ça a été épouvantable quand même. Tout à fait. Ça a été plus qu'un Et d'ailleurs, coup de tonnerre. c'est pourquoi le président de la République, François Hollande, était aux obsèques de Dominique Je vous Baudis. ramène à l'actualité et à la transparence. Je voudrais simplement qu'on écoute les propos d'Elisabeth Badinter. Que pense-t-elle de cette exigence de la transparence? Est-ce une tyrannie pour certains ou au contraire, tout à fait une norme aujourd'hui? On l'écoute. La tyrannie de la transparence, il me semble qu'en matière politique, c'est assez nécessaire. Qu'on sache clairement les choses. Donc, ça, c'est pour la politique, pas pour la vie privée. Si vous voulez, c'est une situation un peu folle qui s'est emparée de tous. Moi, je suis encore dans l'attente. Le besoin de transparence, ça ne veut pas dire être constamment dans la charge. À moins que vous en ayez décidé tout de suite qu'il n'avait aucun argument, lui, à donner. C'est ça le problème. Je trouve que la part n'est pas égale entre le procureur et la défense. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Mais écoutez, la transparence en politique, ma foi, si François Mitterrand avait été transparent et avait dit qu'il avait été fonctionnaire à Vichy, qu'il avait reçu la Francisque des mains du maréchal Pétain, qu'il avait une double vie, etc., le mari de Madame Badinter n'aurait jamais été ministre de la Justice et n'aurait pas abrogé la peine de mort. Donc, si vous me permettez de le dire, je pense que la transparence en politique... Évidemment, libre de vos propos, oui. Voilà, mais le fait est, je ne pense pas qu'il aurait été élu si on avait su tout ça avant. Donc, et malgré tout, François Mitterrand a fait de grandes choses. Ça a été aussi un bon président. Il a fait des erreurs, mais il a aussi fait des grandes réformes. Donc, pour ma part, je reste convaincu que ce qui compte, c'est d'abord et avant tout qu'un homme politique soit lucide et professionnel, et se prépare vraiment à cette fonction parce qu'on sait... C'est ça le plus important. Attendez, parce qu'on ne choisit pas le candidat à la présidentielle sur une échelle de la vertu, de la morale. C'est ça? C'est ce qu'on tend vers cela, François Dorcival? On va choisir le plus vertueux? Oui, absolument. Non, là où Mme Badinter a tellement raison, c'est sur la charge. Si la transparence ne consiste qu'à charger le candidat, tel candidat, parmi les autres, alors, effectivement, c'est de la pseudo-transparence au nom de pseudo-morale, exclusivement pour l'attaquer. Mais le monde entier nous envie pour avoir une haute autorité de la transparence. Voilà. Nous avons une haute autorité de la transparence que nous avons inventée parmi je ne sais combien de dizaines de hautes autorités. Mais qui est le président de cette haute autorité? Vous allez nous dire, un socialiste. Il a une étiquette politique. Et donc, il ne peut pas être... Et donc, est-ce qu'il est aussi libre, aussi indépendant, aussi transparent qu'il le réclame des hommes politiques? Est-ce qu'il en est ainsi? Moi, je pose cette question. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à sonder les cœurs et les reins pour savoir comment vous votez? La transparence n'a pas de fin. Nous-mêmes, journalistes, nous sommes là pour mettre en lumière les faits. Nous sommes protégés par le secret des sources. Quel est l'équivalent en matière de transparence du secret des sources? Le secret des sources, aujourd'hui, est supérieur au secret de l'instruction. Le secret de l'instruction a explosé. Qu'en est-il de la transparence? Bonne question. Conclusion, Yves Deray. Moi, j'ai l'impression que aux yeux des Français, il faut surtout sonder les poches. Les cœurs et les reins, à la limite, ils s'en foutent un peu. Enfin. Dominique Strauss-Kahn, écoutez, on sait ce qui s'est passé. Vous avez dit tout à l'heure que François Hollande était tombé sur... Parce que ça a eu des conséquences politiques. Malheureusement, c'était une femme journaliste politique. François Hollande qui a beaucoup pesé certainement. Ce livre vendu 1 million d'exemplaires,
écrit par une journaliste politique, faut s'en souvenir, hein, c'était pas n'importe qui. Hein, voilà. Il y a eu le livre de Cécilia Sarkozy n'a eu aucun impact sur la vie de Sarkozy parce que c'est un livre politique. Donc voilà. En tout cas, c'est un vrai débat. La transparence, jusqu'où vous dites, attention, pas de tyrannie de la transparence, mais une exigence évidemment qui va avec notre société. Oui, moi en tout cas, ça vous convient comme conclusion ? Ça me convient à peu près. Je pense que oui, mais je pense qu'il faut surtout être lucide là-dessus. Quand les gens ont des choses à se reprocher, eh bien, ils vont toujours essayer de les camoufler. Ils vont pas venir et faire la transparence sur les choses. Si ce sont des professionnels, ils sauront. Voilà. Et François Fillon, il aurait dû savoir les camoufler. Merci en tous les cas pour ce match des idées et ce débat. Merci messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Comme tous les mardis à suivre, ce sont les moments choisis de l'émission L'épreuve de vérité. Je vous retrouve demain avec plaisir. Mais d'abord, permettez-moi simplement de vous remercier et de remercier l'équipe qui m'accompagne tous les soirs. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et très nombreux à nous suivre pour aller plus loin tous les soirs dans l'analyse et les différents débats. Merci donc de votre confiance. Elle nous oblige toujours. Et donc à demain. Belle soirée à vous.